le débat, il n'est pas seulement politique, il est aussi un débat de fond, comme on a commencé à en parler il y a quelques minutes. C'est un débat de fond. Quelle est l'image? Quelle est la forme? Quel est le fond qu'on veut donner à l'État d'Israël? Est-ce qu'on veut trouver un équilibre très fragile et difficile à trouver entre la halakha, les valeurs juives et les valeurs démocratiques? Mais c'est ça qu'il faut trouver. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Michael Moïse. Michael, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Yoel. Daniel, dans le cas précis. Daniel. Avec Michael Moïse, qui est donc juriste, avocat. Vous êtes un ancien président du CNEF et même, si on revient en arrière, ancien président de l'UEJF. Mais on va aller vers l'avenir plutôt que vers le passé pour essayer de comprendre un peu ce qui est en train de nous arriver ici en Israël. Essayer d'avoir votre appréciation sur les chances de sortir de cette crise actuelle, de cette crise constitutionnelle. Est-ce que, d'abord, vous pensez que le président peut parvenir à trouver un compromis qui puisse satisfaire à la fois l'opposition et la coalition? Je pense que oui. En tout cas, je l'espère, parce que la situation aujourd'hui, pour les gens, je dirais, un peu sensés et les gens qui ont vécu un peu dans d'autres endroits qu'en Israël, comprennent qu'il est nécessaire d'arriver à un compromis. Donc, je pense que le président est une des personnes les mieux placées pour y arriver. Il est un peu au-dessus des partis, de par la Constitution, enfin l'équivalent de la Constitution existante aujourd'hui, le droit constitutionnel. Donc, effectivement, c'est à lui de le faire. Et je pense que ce serait dommage de rater cette initiative. Vu ce qu'on voit aujourd'hui dans les rues, une sorte de haine qui se développe entre les différentes personnes, c'est très très mauvais pour le futur de notre pays. Donc je crois qu'on a vraiment pas de choix. Il y a, Michael, une sorte de paradoxe, de contraste. D'un côté, effectivement, il y a dans la rue, on ressent très fortement cette animosité. Vous parlez de haine, effectivement, on peut parler aussi de haine. Mais d'un autre côté, on voit se multiplier les initiatives de dialogue. On peut voir, par exemple, des rabbins du sionisme religieux s'asseoir avec des anciens pilotes, avec des patrons de high-tech et essayer de dialoguer véritablement sur le fond du problème, sur, on va dire, peut-être l'identité que se recherche l'État d'Israël aujourd'hui. Finalement, est-ce que ce n'est pas aussi cette réforme et cette protestation, cette crise, une manière de crever l'abcès sur l'avenir de l'État d'Israël? D'abord, je suis tout à fait d'accord avec vous, Daniel, sur le constat. C'est un peu un symptôme, ce qui se passe aujourd'hui, d'une crise et d'un débat qui est beaucoup plus profond au sein de la société israélienne et qui s'est développé ces 30 dernières années, 40 dernières années avec le développement de ce qu'on appelait à l'époque le Gush Emunim, donc une droite décomplexée, nationaliste, voire ultranationaliste, face, j'allais dire, à la philosophie des pères fondateurs de l'État d'Israël, qui était une philosophie tout à fait juive, mais qui était une philosophie aujourd'hui démocratique. Donc, et effectivement, il y a ce débat aujourd'hui entre l'État juif et démocratique qui n'existait pas à l'époque. À l'époque, ça allait bien ensemble en 48 et jusqu'en les années 60. Aujourd'hui, ça va plus très bien ensemble. Donc, c'est très important, effectivement, que des gens s'asseyent. Je voudrais rajouter aussi que Kohelet, le Machon Kohelet, qui a été un des initiateurs de la réforme, a émis une déclaration hier en soulignant qu'il était pour le débat et pour arriver à un compromis. Donc, effectivement, je pense que c'est très important de cet échange-là entre les rabbinim et les milouim nikim dont vous parlez. Surtout que je crois qu'il faut arrêter de diaboliser un peu les deux parties. D'un côté, je pense qu'une partie des gens qui sont pour la réforme sont pour la réforme pour des raisons de fond, et il y a vraiment de bonnes raisons de faire une réforme. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus diaboliser les gens qui sont en face et qui manifestent parce qu'ils considèrent que cette réforme n'est pas une réforme, mais simplement une révolution qui risque de mettre en danger la démocratie israélienne. Donc je pense qu'il faut arrêter de diaboliser les deux parties. Il faut prendre en considération que chacun peut avoir des avis différents et il faut échanger pour essayer d'arriver à un compromis qui soit acceptable par tous. Est-ce que l'on est d'accord sur le fait que, eh bien, il y a des deux côtés, on va dire peut-être des deux extrêmes, il y a des intérêts politiques qui risquent de nuire au fond du problème, à une solution véritable et profonde à cette crise? Je pense qu'il y a des intérêts politiques, c'est sûr, mais il n'y a pas que ça. Les intérêts politiques, il y a beaucoup qui parlent des procès de Netanyahou ou d'autres personnes, etc., qui rentrent dans sa réflexion concernant la nécessité de la réforme. Mais je pense qu'il y a des intérêts aussi politiques, par exemple, dans les partis orthodoxes. Aujourd'hui, les partis orthodoxes, ils représentent une minorité du pays et on voit que par l'intermédiaire de la réforme ou de la révolution, ça dépend de l'espace qui va peut-être être votée, une minorité du pays pourra fixer des normes qui seront acceptables, qui seront applicables en fait à tout le monde. Je vous donne un exemple, parce que là on parle du Chok Hametz dans les hôpitaux. Je peux comprendre que quand on parle du Hametz dans les hôpitaux, les gens qui viennent se faire hospitaliser après ça, ils n'ont pas envie de faire un péché, une avéra, et de savoir qu'à proximité ils ont du Hametz. Je comprends. Mais je vais donner un exemple plus parlant peut-être pour la majorité des gens. Disons que dans un an, les Haredim disent, écoutez, plus de taxi Shabbat.
ça nous dérange qu'il y ait des taxis Shabbat. Pas seulement à Bnei Brak ou à Mea Shearim, mais on veut plus de taxis Shabbat. C'est pas conforme à la halakha. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va laisser une minorité, et moi-même je suis religieuse, je respecte Shabbat, je ne voyage pas Shabbat évidemment, est-ce qu'on peut laisser dans un État comme Israël qui est aussi démocratique le fait de voter des lois qui vont aller à l'encontre de libertés qui sont importantes et essentielles pour pas mal de gens, parce qu'on considère que c'est quelque chose qui est important au niveau de la halakha. Donc le débat, il n'est pas seulement politique, il est aussi un débat de fond, comme on a commencé à en parler il y a quelques minutes, c'est un débat de fond. Quelle est l'image? Quelle est la forme? Quel est le fond qu'on veut donner à l'État d'Israël? Est-ce qu'on veut trouver un équilibre très fragile et difficile à trouver entre la halakha, les valeurs juives et les valeurs démocratiques? Mais c'est ça qu'il faut trouver. Et je pense aussi qu'il faut arrêter de dire au niveau des religieux que les juifs, aujourd'hui, quand on parle d'un État juif en opposition à l'État démocratique tel qu'on en parle en 48, le juif de 1948, c'est pas seulement, comme aujourd'hui, le juif religieux. Il y a beaucoup de manières d'être juif. Nous qui avons vécu aussi en galoute, en diaspora, on sait qu'être juif, on peut l'être de manière historique, on peut l'être de manière philosophique, de manière culturelle, la langue, etc., etc. J'ai pas de leçons à recevoir, et je parle pas que de moi, de manière générale en tant que personne religieuse, mais les gens qui sont pas religieux n'ont pas de leçons à recevoir en termes de juifs. Ils sont juifs, ils décident d'être juifs comme ils le veulent. Il y en a qui considèrent que c'est la halakha qui doit primer, je comprends, c'est ce que j'applique moi-même, personnellement, pour moi. Mais je n'ai pas envie d'appliquer cette définition de juif religieux à tous mes amis israéliens et à tous les citoyens israéliens. Je pense que c'est pas juste. Alors, il y a toutefois dans le débat une utilisation sémantique qui est parfois un peu choquante. Cette fixation, on va dire, des opposants à la réforme au fait que l'État d'Israël peut sombrer dans la dictature presque du jour au lendemain. C'est-à-dire que d'ici le mois d'avril, Israël va devenir une dictature parce que la commission de domination des lois donne priorité à la nomination par des hommes politiques. Est-ce que finalement, ce n'est pas exagéré? Et est-ce que vous ne pensez pas, Michael, vous qui avez on va dire un regard d'observateur à la fois sur ce qui s'est passé en France dans les années de la 4e à la 5e République, que finalement un régime comme l'État d'Israël ne peut pas sombrer dans la dictature comme cela? Il n'y a pas dans les gènes, on va dire, du peuple juif des gènes favorables à une dictature comme il pourrait y en avoir peut-être par exemple dans certains pays régimes d'Amérique du Sud ou dans d'autres régions du monde. Finalement, n'est-ce pas là une manière un peu exagérée de présenter la réforme? Il y a beaucoup de points très intéressants dans votre question, Daniel. Je ne sais pas si je vais réussir à répondre à tous, mais je vais dire je vais essayer de répondre en quelques éléments. D'abord, je pense que c'est quelque chose qui est assez compliqué à cerner. Maintenant, il est clair qu'il y a besoin d'une réforme du système judiciaire, du système juridique et de rééquilibrer les pouvoirs en Israël. Aujourd'hui, ce qui se fait, de mon point de vue, qui a aussi étudié le droit constitutionnel en France, c'est on n'est pas en train de rééquilibrer, on est en train d'aller à l'extrême. Donc, pour répondre à une de vos questions, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de danger démocratique maintenant, puisqu'en fait, on connaît Bibi Netanyahou, on voit un peu son parti, etc. On ne parle pas de dictateur. Par contre, ce que Bibi est en train de faire, et c'est un peu ce qui se passe depuis ces dernières années, il va nous faire ressembler à un pays qui ressemble un peu qui va être un peu comme la Pologne ou la Hongrie, ce qu'on appelle aujourd'hui des démocraties illibérales, où en fait, on limite beaucoup les libertés, que ce soit communication légale, etc., pour que les gouvernements et le pouvoir exécutif aient plus de pouvoir. Donc ça, c'est un danger qui existe déjà aujourd'hui. Je ne pense pas que Benyamin Netanyahou a envie qu'on devienne une dictature. Je suis même persuadé que non. Pareil pour les gens du Likoud. Mais le problème, c'est un problème de moyen terme. Si on fait cette révolution aujourd'hui, pour les choses par leur nom, ou une réforme, si on arrive à un compromis, eh ben, on a un risque que dans une dizaine d'années, les gens qui vont arriver au pouvoir n'ont plus cet esprit quand même démocratique du Likoud et de la droite, on va dire classique, mais ils auront envie d'appliquer des normes qui ne sont pas forcément des normes libérales, mais même des normes antidémocratiques. Je vous rappelle quand même que Ben Gvir, c'est pas la personne qui a envie de faire en sorte que la démocratie se développe. Je vous rappelle aussi que Ben Gvir, il a été condamné par les tribunaux pour des actions qui sont tout à fait d'ailleurs condamnables, pas seulement au niveau juridique, mais aussi à mes yeux au niveau moral. Je pense que Smotrich aussi a parfois des expressions, comme on l'a vu, bien que ce soit excusé, et Kol Hakavod sur le fait que ce soit excusé, mais il y a aussi des expressions, et des membres de son parti, comme le Chaver Knesset Fogel, ont des expressions parfois qui sont tout à fait condamnables et antidémocratiques. Donc je pense que si ces gens-là, qui sont mes frères en tant que juge, mais pour lesquels j'ai pas mal de critiques, arrivent au pouvoir d'ici 10 ans, et ben le risque dont vous parlez, il sera plus
un peu dans les nuages, mais il sera tout à fait prégnant. Et c'est pour ça, je pense que les gens aujourd'hui manifestent avec tellement de vigueur. Ils pensent qu'à court ou moyen terme, on a ce risque qui est donc très très important. Et je pense que effectivement, ça fait peur. Une note d'espoir tout de même malgré tout, c'est-à-dire que le dialogue puisse être enclenché, que l'on puisse trouver un modus vivendi pour vivre ensemble sur cette terre. Tout à fait. Moi, je reste optimiste. Comme je dis souvent, je n'étais pas optimiste. Je retournerai chez ma mère. Je rentrerai en France. Donc, effectivement, je pense qu'il faut avoir une optimisme. On a commencé avec ça, des rabbinim qui parlent avec des milunikim, le forum Kohelet qui commence à émettre des opinions favorables à la négociation. Donc, de toute façon, on n'a pas de choix. Je pense que si la réforme passe en l'état, on a un gros risque d'explosion sociale dans le pays et de gros débats et je sais pas où va se situer la limite, mais je pense que c'est pas bon pour le pays, même pour les gens qui pensent qu'il faut faire cette réforme. Donc, effectivement, on n'a pas le choix et je pense que les gens sont suffisamment intelligents à gauche comme à droite pour trouver une réforme qui pourra satisfaire l'envie de Netanyahou et des gens de son côté de faire cette réforme qui est nécessaire, mais simplement de la faire de manière mesurée et juste, pas d'aller à l'extrême. Eh bien, Maître Michael Moïse, merci beaucoup pour nous avoir fourni votre appréciation de cette situation de crise dans laquelle nous évoluons, donc depuis maintenant près de 2 mois, plus de 2 mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Michael. Merci, Daniel. Bonne journée.